Bonjour mesdames, messieurs, chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes, l'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Alors je ne sais pas si mon invité d'aujourd'hui, Stéphane Courtois, bonjour Stéphane Courtois, est un ultra néo-turbo-libéral sauvage, peut-être pas, mais en tout cas je sais qu'il n'aime pas le communisme. J'essaierai d'être turbo, c'est déjà ça. Voilà. Il n'aime pas le communisme, c'est déjà un point que nous avons, ou en tout cas peut-être comme objet d'étude, vous l'aimez, Oui, absolument. voilà, vous l'aimez comme objet d'étude, mais... et donc, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est quelle perspective pour la Russie et pour l'Europe. Et pour en parler, nous appuierons entre autres sur votre livre, un livre sous votre direction et la direction de Galia Ackerman, le livre noir de Vladimir Poutine aux éditions Perrin, collection Tempus. Voilà, 500 pages, c'est un livre très très complet, absolument passionnant. Voilà, et c'est bien de temps en temps d'avoir comme ça une vision un peu complète, hein, je dirais, Oui. voilà. Stéphane Courtois. Oui, non. Oui, mais d'abord, bonjour à tous vos éditeurs. Effectivement, ce livre, il a été provoqué immédiatement par l'attaque de la Russie de M. Poutine contre l'Ukraine le 24 février 2022. Oui. Et je dois dire que, sur le plan anecdotique, c'était un jeudi, je partais faire des enseignements en province. Donc, je me lève un peu en urgence parce que j'aime bien rester au lit. Il fallait que je prenne un train, je cours, je prends mon petit déjeuner, j'allume la radio. J'entends que la Russie a attaqué l'Ukraine. D'un côté, ça me paraît logique, et d'un autre côté, Oui. ça me paraît loufoque. Oui, ça fait 2 semaines qu'on en parle. Voilà, on en parle. Bon, alors, est-ce que les Ouais. journalistes n'ont pas encore monté en mayonnaise un incident quelconque? Et puis, je pars donc faire mes enseignements en province. J'y reste presque 2 jours. Et je suis peut-être le dernier. Je n'ai pas de téléphone portable. Ouais, on est deux. On est deux, Dans voilà. le même studio. Ça devient très dur de résister, d'ailleurs, hein, parce que maintenant, acheter un billet de train, etc., sans portable, ça devient très compliqué. Ça complique la vie. Et donc, j'étais très peu au courant de ce qui se passait. Donc, je rentre à Paris le vendredi soir. Je commence à regarder les journaux qui étaient arrivés. J'allume la télé, etc. Et je découvre qu'il s'agit d'une attaque en règle, comme on dit. Une véritable attaque, absolument. Voilà, Ouais, pas 2-3 petits incidents. Ouais, une c'est attaque pas des- générale. On bombarde les aéroports, on bombarde les villes, on bombarde les ponts, on bombarde Ce tout. ne sont pas des manœuvres qui débordent. Voilà, C'est comme vous dites. Bon. Et donc, Ouais. je dois dire que ça m'a mis dans une rage folle en disant, mais enfin, c'est pas possible, ça va pas recommencer, on va pas reprendre les opérations de Staline en 1939 avec son compère Hitler, etc. Et puis, je vais me coucher en me disant, qu'est-ce que je peux faire? À 75 ans, je ne vais pas partir dans les brigades internationales ukrainiennes. Oui. Et puis finalement, à 5 heures du matin, je me dis, voilà, puisqu'on avait fait le livre noir du communisme en 1997, pourquoi ne pas faire le livre noir de Vladimir Poutine en 2022? C'est sûr qu'il est en train de devenir un vrai personnage. On n'avait plus de doute. Enfin, déjà, ça faisait un petit moment. Dans mais, une bien sûr, formidable oui. continuité. C'est ça, oui, bien Donc sûr. voilà, ayant cette idée en tête, je me suis rendormi, alors là, vraiment rasséréné. Mm. Et une fois réveillé, j'ai envoyé, c'était un samedi, un mail à mon éditeur en me disant, il me répondra dans 15 jours ou 3 semaines. Mais le lendemain dimanche, à l'heure de la messe, voilà que je trouve une réponse enthousiaste. Alors là, j'étais dans l'embarras, puisqu'évidemment, je n'avais rien de prêt. Bien sûr. Il fallait maintenant monter un livre. C'est pour ça que c'est un livre collectif, parce qu'en réalité, l'action de Vladimir Poutine, depuis maintenant, puisqu'il est né en 52, donc Oui. il y a des décennies d'action de Vladimir Poutine, il fallait un certain nombre de spécialistes de différents aspects de sa personnalité, de son action. Et donc, heureusement, je connais suffisamment Oui, c'est ça, oui, bien sûr. de spécialistes motivés. Et on a pu très rapidement, puisque ce livre est sorti dès le mois de novembre 2022, et je crois qu'il est effectivement assez complet. Alors bien sûr, il s'est passé beaucoup d'événements depuis, mais le livre n'est pas démenti.
Ah non, certes pas. Voilà, c'est plutôt le contraire. Ça, voilà, tous les événements viennent abonder chaque chapitre. Bien sûr, oui. Alors, je vais quand même vous présenter. Vous êtes un historien du communisme. Vous avez donc écrit depuis. Vous avez d'abord commencé d'ailleurs comme anarcho-maoïste, mais ça, c'est pour bien visiter le zoo, il faut entrer dans les cages. Oui, y compris se faire mordre un peu, mais voilà, c'est ça. Faire connaissance de la police, de la prison. Voilà. Et puis donc, vous avez fait une thèse, le PCF dans la guerre, sous la direction d'Annie Kriegel, avec laquelle vous fonderez la revue Communisme. Vous avez signé ou co-signé plus d'une trentaine d'ouvrages, dont, alors j'ai extrait en 1980, le PCF dans la guerre, De Gaulle, la résistance, Staline. Mais déjà un monument, 585 pages. En 1995, mais ça a été réédité là en 2022, une histoire du Parti communiste français, en collaboration avec Marc Lazare, aux presses universitaires de France. En 1997, le célèbre livre noir du communisme, Crime, terreur, répression, avec une nombreuse collaboration chez Robert Laffont. Et puis, en 2010, j'ai vu que vous aviez écrit Le bolchevisme à la française. Le nom m'a fait saliver. Ça va être intéressant. Voilà. Et puis, en 2017, vous avez aussi fait Lénine, l'inventeur du totalitarisme chez Perrin, donc histoire de rendre à César. Voilà, absolument. Alors, l'inventeur du totalitarisme, en tout cas, celui qui le met en application, on va dire. Hein, c'est-à-dire que... Mais même, on peut presque dire celui qui l'invente. Parce que il a quand même... Alors, bien sûr, il venait pas de nulle part, le cher Lénine. Bon, d'abord, il était russe, donc il y avait déjà toute une tradition révolutionnaire russe qui a pu le marquer, en particulier un célèbre Serge Netchaïev, qui était un révolutionnaire incroyable, qui a marqué toute la génération des révolutionnaires russes des années 1870, 80, etc. Le catéchisme du révolutionnaire. Voilà, le célèbre catéchisme du révolutionnaire, et puis surtout le célèbre premier assassinat d'un révolutionnaire par d'autres révolutionnaires. Bon, parce que il avait ordonné l'assassinat d'un membre de son groupe qui n'était pas d'accord. Bon, le plus simple était de le liquider. Bon. Le fait que la révolution dévore ses enfants, on l'avait déjà testé. Exactement, ça a commencé tout de suite. Et en plus, comme ils étaient des révolutionnaires amateurs, ils avaient jeté le corps dans un étang sans penser que le corps allait remonter à la surface. Donc, ils ont été assez rapidement. Ils ont beaucoup progressé depuis. Ils ont beaucoup progressé, malheureusement, depuis. Et l'autre filiation, si je puis dire, c'est évidemment Marx. Mais Lénine, en se nourrissant de tout ça, plus évidemment la Révolution française, qui était... Oui, alors c'est ça, c'est qu'on a eu quand même des traces, on va dire, des idées de totalitarisme. C'est quoi, c'est Étienne Gabriel Morelli, alors bon, Robespierre, c'est surtout Robespierre, Saint-Just, Hébert, eux, ils sont passés à l'action quand même. La guillotine et la Vendée a su de quoi y retourner. Bon, donc la violence, la terreur, le tribunal révolutionnaire, etc. Bon, donc ça, il faut rappeler d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on l'oublie, puisqu'en France, on a fait de la Révolution française quelque chose d'extraordinaire, la base de toutes nos libertés, etc. Il faut quand même rappeler que c'était la ligne bleue, la ligne rouge des Vosges, si je puis dire, de tous les révolutionnaires du monde. C'était la séquence Comité de salut public, Robespierre, etc. Et d'ailleurs, ils sont quelques-uns, dont Lénine, 4 rue Marie-Rose à Paris, je crois, à être venu étudier la Révolution. Oui, et même il est allé passer des vacances en Vendée pour aller voir de plus près certaines choses. Donc voilà, mais Lénine, par rapport à toute cette filiation révolutionnaire préexistante, russe, française, internationale, il ajoute plusieurs éléments, dont un élément essentiel qui est le parti de révolutionnaires professionnels. Parce que jusque-là, ça n'existait pas. Robespierre, il n'y a pas de parti révolutionnaire professionnel. Il y a des clubs, il y a les Jacobins, etc. Mais c'est très évanescent, ça va se dissoudre très rapidement. Même chose par la suite. Lénine, lui, il théorise le fait qu'il faut un parti de révolutionnaires professionnels, de gens qui ne font que ça. Une élite. Élite révolutionnaire qui ne fait que ça, qui est sous la conduite d'un leader absolument intangible et qui doit s'emparer du pouvoir pour établir ce qu'il appelle la dictature du prolétariat. Donc ça, c'est assez clair. Et puis l'autre chose très importante qui n'existait pas jusque-là, c'est qu'il bénéficie
d'une idéologie extrêmement structurée, en s'appuyant sur le marxisme, hein, mais il tire le marxisme, parce que chez Marx, il y a un peu de tout, il faut bien dire. Bien sûr, oui. Il y a un peu de tout. Bon, il y a Un peu d'économie, un peu de sociologie. voilà, il y a un peu de tout, voilà, un bien peu sûr. de tout. Bon, Oui. ce monsieur touchait à tout, se pensait compétent en tout. Je crois que la lecture de son célèbre ouvrage Das Kapital a montré qu'il n'était peut-être pas un grand spécialiste d'économie. Bon, Je l'ai pas lu, je peux pas mais dire. oui, oui, Je- non, je- mais ça- Ouais. pour être allé jusqu'au bout du premier livre, Ah oui, d'accord. ah bah oui, quand on était militant maoïste, il fallait quand même Ouais, bien sûr, ouais. faire preuve d'un J'ai peu lu de... des extraits, j'ai un lu peu de des sérieux. commentaires, j'ai lu tout, mais En tout je cas, me suis pas attaqué au monument. en tout oui. cas, ce n'était pas très libéral, pour Non, dire bien les sûr. choses. Bon. Et donc, voilà, hein, Lénine, en créant cette idée, en théorisant le Parti révolutionnaire professionnel, qui va devenir le Parti bolchevique, puis le modèle de tous les partis communistes, y compris notre Parti communiste français, et en mettant en place cette idéologie qui est une idéologie scientiste, pas scientifique, scientiste, Bien sûr, c'est-à-dire qui fait croire qu'elle détient une science. La science de l'histoire, la science de la société, etc. J'avais lu une très belle phrase d'Alain Besançon, Lénine ne sait pas qu'il croit, il croit qu'il sait. Oui, Ouais, c'est absolument. vraiment ça. c'est-à-dire C'est que- tout à fait. bien sûr, ouais, Alors ouais, Marx, ouais. lui, bon, bah, il parcourait un champ très vaste et c'était parfois assez flou, mais chez Lénine, c'est pas flou du tout. Il tire du dernier Marx, c'est-à-dire le Marx d'après la Commune de Paris, l'idée de la guerre civile, et il ne peut pas y avoir de révolution sans guerre civile. Voilà. Hein. Si vous êtes un révolutionnaire et que vous ne prévoyez pas d'organiser une guerre civile, ce n'est pas sérieux. Donc voilà, on a là des éléments essentiels qu'on a retrouvés, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Bien Hein. sûr, bien sûr. Il suffit un peu Ah oui. d'écouter M. Mélenchon ou la Ligue communiste révolutionnaire ou ces gens-là. Alors, en apparence, ils vous tiennent un discours presque acceptable, mais en réalité, en interne, c'est bon, voilà, il faudrait détruire le gouvernement, il faut détruire le capitalisme, il faut s'emparer Oui. du pouvoir, il faut faire la 6e République. Il suffit de lire le programme de la 6e République de M. Mélenchon Oui, bien sûr. pour voir qu'on revient tout simplement à la Convention de 1792. Bon, on connaît les résultats de cette célèbre assemblée. Donc voilà, bon. Et donc ça, c'est quand même très important de voir émerger sur la scène de l'histoire un personnage qui est aussi cohérent, Oui. parce que tout Ou son... en tout cas, qui est obsédé par la cohérence, parce que par exemple, le marxisme s'adapte pas parfaitement à la situation russe, puisque c'est un monde paysan et pas ouvrier, absolument. etc. Enfin bref. Donc déjà, c'est pas en Angleterre que ça se passe. Et donc, Oui, voilà, oui. il faut adapter, Bien sûr. Bon, mais il adapte très bien. En tout cas, C'est-à-dire qu'il oui, prend oui. dans Marx ce qui lui convient. C'est ça. Hein, il prend dans Marx ce qui lui convient. Alors cela dit, chez Marx, les paysans étaient déjà considérés comme, dans un célèbre livre sur la guerre civile en France, en 1871, après la défaite de la Commune de Paris, Marx traite les paysans français de ruminants, etc. Donc vraiment, il les méprise profondément. Et évidemment, chez Lénine, ce sera évidemment la même chose. Simplement, chez Lénine, ce ne sera pas seulement du mépris. Ce sera aussi de l'extermination, Oui, bien sûr, ce qui oui, est oui. quand même très, très différent. Hein. Oui, bien C'est sûr. toujours non, pareil. tout La à fait, différence entre un homme vivant, même fatigué, même mal nourri, etc., puis un homme mort, c'est quand même une différence radicale. oui. Tout à fait. Il faut tout à bien, fait, oui, il faut bien sûr, le oui. rappeler. Bien, bien. Alors, je vais peut-être juste parler rapidement des actualités libérales et puis on arrivera. Alors, actualité libérale, il y a toujours l'université d'été des idées libérales organisée par l'IREF et Institut de recherche économique et fiscale et l'IES, Institute for Economic Studies, pardon, qui aura lieu du 10 au 12 juillet à Aix-en-Provence, avec comme thème la poursuite du bien commun, voyage au cœur de la pensée libérale. Et ça se passera à l'Université de droit, d'économie et des sciences, avenue Robert Schuman à Aix-en-Provence. Et vous pouvez vous inscrire sur IREF Europe, en un seul mot, IREF Europe, tout attaché, .org. Voilà. Sur le plan des actualités, puisque il y a 4 semaines, je recevais Alexandre Jardin, et nous parlions des gueux et des zones à faible émission. Les députés ont voté leur suppression, donc bravo, beau travail. Il reste évidemment beaucoup de choses encore à faire. On a parlé de la facture énergétique de la facture énergétique. Il n'y a pas quelqu'un qui paye quelque part la facture énergétique. Hein, c'est chacun, voilà. Et puis aussi des référendums d'initiative populaire actionnables, ce qui n'est pas le cas en France. Un autre petit point sur l'effet l'affaire, parce que je parle souvent de la courbe de l'affaire ici, et il y a des exemples. Alors, je vous avais déjà cité une taxe sur les profits des énergéticiens
que le gouvernement avait prévu il y a un an à peu près et qui avait rapporté seulement 300 millions d'euros, alors que le gouvernement avait une prévision de 4 milliards. Hein, donc voilà, ça montre bien voilà, que trop d'impôts tue l'impôt et que Il y a un décalage. il y a des stratégies d'évitement. Et alors là, ils ont fait une taxe sur les yachts de plus de 30 mètres qui a rapporté 60 000 euros et non les 10 millions qui étaient prévus. Voilà, donc évidemment, les quelques rares qui se sont fait choper, je pense, vont pas tarder à faire immatriculer leur yacht à Georgetown, aux îles Caïmans, comme tout le monde. Voilà, mais enfin bref. Donc voilà de belles illustrations, voilà, de l'effet l'affaire. Et puis toujours sur ces actualités économiques, le PIB par italien est passé devant le PIB par français la semaine dernière. Donc voilà, mais je dirais c'est probablement que Giorgia Meloni fait des choses que nous ne faisons pas et qui fonctionnent. Bien. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, que l'émission s'intitule Libre Journal des économistes, ou Libre Journal des gueux. D'ailleurs, Alexandre Jardin m'avait proposé ça, et pourquoi pas. Libre Journal des économistes, et que le thème d'aujourd'hui est quelle perspective pour la Russie et pour l'Europe, que je suis avec Stéphane Courtois, historien du communisme, et nous allons parler de son livre, Le Livre Noir de Vladimir Poutine, enfin d'ailleurs dont il nous a déjà parlé. Alors, son ouvrage collaboratif, sous la direction de Galia Ackerman et Stéphane Courtois. Voilà, aux éditions Perrin, collection Tempus. Alors, il y a beaucoup de choses passionnantes dans ce livre. Entre autres, je trouve une petite citation de Socrate qui me plaît beaucoup. C'est Socrate disait que le critère permettant de définir un bon dirigeant est qu'il laisse ses compatriotes meilleurs après son passage au pouvoir qu'il ne les avait trouvés. Si on applique à Poutine ce critère, le bilan est terrifiant. On peut même considérer que de tous les crimes commis par le président russe, celui-là est le pire. Alors, ça effectivement, c'est quelque chose... Il faut bien dire que cette réflexion de Socrate, elle est vraiment, au jour d'aujourd'hui, elle est vraiment frappante, parce que quand on voit dans le monde entier un certain nombre de dirigeants particulièrement médiocres, particulièrement dictateurs, particulièrement cruels, et qui emmènent leur propre peuple dans des impasses, voire dans des catastrophes. Il suffit de regarder la Syrie de M. Bachar el-Assad, par exemple, qui s'écroule en 2 ou 3 semaines. Hein, qu'est-ce qui reste de 50, 60, 70 ans de pouvoir de la famille Assad? Bon, on pourrait... Alors, du temps du communisme, c'était monnaie courante. Il suffit de prendre la Roumanie de M. Ceausescu, qui était un désastre total, dirigé par un monsieur qui n'avait aucune capacité à diriger un pays. Bon, donc voilà, on se pose même aujourd'hui un peu la question de M. Trump. Mais qui a été vu à l'époque, la Roumanie, je crois qu'en 73, elle avait bénéficié de la clause de la nation la plus favorisée. Voilà, parce qu'on considérait que... Mais bien sûr, oui. Alors, dans le jeu des grandes puissances, les Américains et même les Français, il faut rappeler que le général de Gaulle avait fait un voyage triomphal en 68. En mai 68, il avait été obligé de rentrer d'urgence s'il se passait quelques événements à Paris. Bon, donc voilà. Et à chaque fois, ça emmène des populations entières dans de véritables catastrophes. Et moi, c'est peut-être ce qui me chagrine. Bien sûr, cette guerre est désastreuse pour les Ukrainiens, encore que... et pour les Russes. Alors, d'abord pour les Ukrainiens, mais avec le résultat invraisemblable. Ce qui est fascinant, c'est que M. Poutine atteint l'exact contraire de tous ses objectifs. Tout à fait. Pour lui, là, l'Ukraine, les Ukrainiens, ça n'existe pas, etc. Et puis d'un seul coup, cette guerre fait que les Ukrainiens montrent qu'ils existent. Et puis alors, il le montre, il le montre bien. Non, bien sûr, il est en train de forger la nation ukrainienne. Il est en train de forger la nation ukrainienne. Comme elle ne l'a jamais été. Comme elle ne l'a jamais été depuis des siècles, alors qu'elle existait. Mais elle avait été continuellement persécutée, soit par les Polonais, soit par les Russes, etc. Bon, mais là, ça y est, les Ukrainiens, ils se reconnaissent, on est Ukrainiens, on va se défendre, on parle plus russe, on parle ukrainien, etc. Notre culture est ukrainienne. Et donc, de toute façon, quel que soit le résultat de cette guerre, la haine, alors qui existait déjà, puisqu'il y a eu l'Holodomor, cette famine, vous l'évaluez à 4 millions de morts, mais parfois de morts de faim. Parfois c'est un peu plus, peu importe, mais je veux dire, il y a eu Tchernobyl, il y a eu la décosakisation. Oui, absolument. Enfin bref, donc tous ces événements font que déjà... Il y avait des contentieux importants, mais là, il y a un fossé de sang. Voilà, qui est irrémédiable, c'est clair. C'est ça, c'est-à-dire que quelle que soit l'issue de la guerre dans les jours, les mois, les années qui viennent, de toute façon, cette haine, maintenant, elle est... Et en plus,
cette guerre n'est plus faite au nom du communisme ou de l'Union soviétique. Oui, non. Elle est faite au nom des Russes. Au nom d'un impérialisme russe, voilà, oui. la russité. Et donc, oui. effectivement. Et puis avec cet effet que désormais les Ukrainiens ne veulent plus regarder vers l'Est. Bien sûr, c'est clair. Sûr, oui. Ils regardent vers l'Ouest. Bon. Ah, oui. Alors ça, c'est la première catastrophe. Mais bon, finalement, elle a un effet positif, c'est que l'Ukraine existe enfin comme pays indépendant, comme nation indépendante, etc. Mais moi, ce qui me chagrine plus, c'est pour les Russes. Parce qu'ils se sont déjà coltinés, si je puis dire, plus de 70 ans de communisme, avec tout ce qu'on connaît. Bon, les goulags, les famines, la grande terreur, les massacres, la grande guerre patriotique quand même, hein, la fameuse grande guerre patriotique, Oui. hein, qui est quand même le résultat de l'alliance entre Hitler et Staline. Bon, alors qu'en 1991, on pouvait penser que, ouf, ça y est, ils sortaient de cette phase étouffante, terrible, criminelle, et que, bon, bah, ils allaient prendre la bretelle d'autoroute vers un destin un petit peu de nation normale. Oui. Ah non. 20 ans plus tard, hop, c'est reparti. Oui. Et là, ils en prennent pour 50 ans. Et j'ai une question d'ailleurs à ce propos, c'est que on a vu cette évolution parallèle finalement, puisque en Union soviétique, ou en Russie, en 1991, les années 90, on a vu cette libéralisation. Et un peu en même temps, en Chine, on a eu Deng Xiaoping, puis Jiang Zemin, puis Hu Jintao. Et puis, dans les deux cas, et en même temps, j'ai envie de dire, parallèlement, les deux régimes, après une période de libéralisation dont il n'avait pas lieu de se plaindre d'ailleurs, surtout la Chine, sont revenus à un totalitarisme très extrême. Comment expliquez-vous ce parallélisme? Est-ce qu'il a une... Ah oui. Oui. D'abord, il faut bien rappeler, parce que ça aussi, c'est des choses que les gens oublient, ces deux régimes, le régime communiste chinois était étroitement associé au régime soviétique. Hein. La prise de pouvoir par Mao, alors je sais bien que Mao, et en tant qu'ancien maoïste, je le sais parfaitement, Mao s'était construit toute une mythologie, la longue marche, etc. Bon, hein, les communistes chinois avaient tout fait tout seuls, et voilà, fallait... Oui. Bon, ce qui, évidemment, est totalement faux. Les archives ouvertes maintenant à Moscou montrent qu'au contraire, ils étaient sous un contrôle étroit et très étroit de Staline. Hein, que si Mao avait émergé parmi tous les dirigeants communistes chinois, c'est parce qu'il avait réussi à s'emparer du poste émetteur qui lui permettait d'être en contact avec Moscou. Vous voyez, donc, il ne faut jamais oublier, hein, et ça compte, c'est aussi la même chose pour le Parti communiste français, il ne faut jamais oublier que l'URSS, Lénine d'abord, puis les bolcheviks, puis l'URSS, a toujours pensé son action au niveau mondial. Toujours. Oui. Hein, et pas dans un cadre impérialiste tsariste, dans un cadre idéologique, bolchevique, on va faire une révolution prolétarienne mondiale anticapitaliste et antidémocratique. Hein. Pas de parlement, pas d'élection et pas d'économie de marché quand même. Bon, c'était ça le principe. Hein. Sinon, il y a un risque que les gens s'éloignent de l'idéologie. Oui, sinon, oui. On ne sait pas... Voilà, c'est comme disait le sapeur Camembert, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite. Quand les bornes du bolchevisme sont dépassées, il n'y a plus de limite ni en démocratie, ni en économie. Bon. Et donc ces deux régimes étaient étroitement associés. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, la Chine est un régime communiste, avec un petit parti communiste d'environ 90 millions de membres. Hein, voilà, bon, c'est quand même de membres. Si vous y rajoutez la famille, les cousins, etc., c'est tout un... Voilà, bon. Et tout ça est tenu d'une main de fer par Xi Jinping, qui est le fils d'un très haut dirigeant communistes chinois, hein, ce qu'on appelle les fils de prince. Les fils de prince, c'est les fils de tous ces très hauts dirigeants communistes chinois des années 30, 40, 50. Alors, le père de Xi avait été écarté au moment de la révolution culturelle. Bien sûr, voilà, bon, le petit Xi, hein, qui avait 16 ou 17 ans, il était envoyé soigner des cochons au fin fond de la brousse. Mais bon, ça l'a forgé. L'heure de la vengeance a sonné. Exactement, l'heure de la vengeance a sonné. Et c'est un dur. Hein, Poutine est un dur, mais je pense que Xi est beaucoup plus dur et beaucoup plus intelligent. Bon, enfin, je veux dire, comme dirigeant politique.
Hein. Et donc, Le cette pro- évolution conjointe, vous l'attribuez au fait qu'ils sont toujours à se soutenir l'un l'autre? Ah ben, complètement, D'accord, oui, oui. ils se soutiennent complètement l'un l'autre. Ils ont les mêmes ennemis, Ah oui. toujours les mêmes, la démocratie, l'économie de marché. Alors, attention, une économie de marché dont la Chine a très bien su se servir. Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que. Une économie de marché sous contrôle, si je puis dire. Bah, à l'époque, Deng Xiaoping disait ouvrir la fenêtre sans laisser entrer les mouches. C'était ça Oui, son, oui, oui, son absolument. slogan. Hein. Disant, Alors, une économie oui. de marché où un des principaux milliardaires chinois peut disparaître du soir au matin. Ah, mais c'est pas un, c'est. Alors oui, quand je dis un, c'est c'est ça. un, puis deux, puis trois, puis quatre, bon, Des etc. dizaines, des dizaines. Et des bien sûr. dizaines. Ah oui, bien sûr, Donc, oui, donc oui. voilà, il faut Oui. rappeler qu'on est en pleine dictature totalitaire, avec en plus, ce qui est à mon avis très nouveau, des outils technologiques. Parce qu'on voit très bien Oui, que les bien Chinois sûr. sont très en avance sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, etc. Le crédit social, Voilà, qui et est donc- et entièrement, bien sûr. Une population, en tout cas pour la population urbaine, parce qu'une grande partie de la population est toujours dans les campagnes, mais pour les 300 ou 400 millions de Chinois qui habitent dans les grandes villes, dans les très grandes villes, tout ça est sous un contrôle absolument incroyable. Puis on a vu ce qui s'est passé avec Hong Kong quand même. Bon, Oui, oui, bien on sûr. a un cas d'école là. Bon, Et là aussi d'ailleurs, il y a ce même caractère un peu fascinant, je trouve, pour les deux, c'est que les deux pays sont gigantesques. On était des millions de kilomètres carrés. Enfin, je veux dire, donc, et c'est très étonnant on sent que la Chine ne peut pas être heureuse si elle n'a pas Taïwan. Enfin, je veux dire, Ah bah, voilà. oui, Et de oui, même oui. que le monde arabe ne peut pas être heureux s'il n'a pas Israël. Oui, et oui, et oui, de oui, même oui, que oui, et la Russie de Poutine sent que voilà, si elle n'a pas, ces pays oui, baltes, oui. la Biélorussie, etc. Oui, oui, alors que, je vous dis, il y a des kilomètres carrés comme s'il en pleuvait. Enfin, je veux dire, Oui, oui, il y il n'en manque pas. a de la Si. place. Il y a de Voilà, la c'est ça. place. C'est Bon. ça, c'est- Ce qui est intéressant, on assiste dans ces deux régimes, qui sont Oui, deux oui. régimes communistes, on assiste à deux mouvements convergents. Et une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que les communistes chinois ont toujours été très nationalistes. Oui, oui. Ils n'étaient pas internationalistes, Non, bien ils sûr. étaient très nationalistes. Ça, c'est clair, communistes, mais très nationalistes. Or, Poutine, en bon soviétique, normalement, était un internationaliste. Mais là, on voit bien qu'au contraire, il Oui. est en train d'aller vers un ultranationalisme. Donc, on a la convergence de ces deux courants, à la fois communistes sur le plan du type de régime et d'idéologie, auquel s'ajoute un ultranationalisme qui peut être qui Mais peut le être communisme a dangereux. toujours été extrêmement nationaliste, finalement. Il y a un internationalisme, comme d'ailleurs vous parlez Alors, dans le livre, dans le livre de la volonté de Poutine et des dirigeants russes de semer le chaos, on va dire, internationalement, ça bien sûr, et que c'est une manière pour eux aussi de conserver le pouvoir à bord, disons. Bien sûr. Mais concrètement, le communisme a toujours été... Enfin, tourné vers l'étranger pour nuire, mais sinon... Ouais, oui. Peut-être pas au début, parce que Lénine est vraiment un internationaliste. Sa vision, c'est nous allons faire une grande révolution prolétarienne mondiale. Oui. Donc voilà, et on crée des dizaines de partis communistes, on crée l'international communiste, on y met les moyens, il faut voir tout l'argent qui était déversé. Non, mais vous voyez, etc. le fait, c'est en 1920, oui, qu'on rend obligatoire pour le Parti communiste français le fait de soutenir la Russie, l'Union soviétique, quoi qu'il arrive. Et donc vous ne pouvez pas faire plus nationaliste, finalement, que cet internationalisme-là. Ah ouais, ça n'est- Oui. ça- Oui, mais pour des gens comme Lénine ou même pour Trotsky, Oui. ça n'est pas perçu comme ça. Bien sûr, Staline, lui, va très vite comprendre que ça ne marche pas. L'internationalisme, ça ne marche pas. Il va falloir, ça marche, ça peut marcher en façade, mais il faut rajouter un élément qui, lui, marche, c'est le nationalisme. Oui. Et évidemment, la guerre... Dès 1937, Staline commence à montrer que, voilà, bon, la grande nation russe, on rétablit les épaulettes dorées pour les officiers, tout le décorum nationaliste qui venait des tsars. Hein. Mais évidemment, avec 1941-45, bon, alors là, c'est vraiment totalement affiché. Puis en 1945, le discours de la victoire, c'est le grand peuple russe. Bon. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Et ça, c'est à ça que Poutine a été biberonné Oui. en tant qu'officier du KGB. Parce que, attention, un officier du KGB, c'est pas n'importe qui. Même si c'est un petit officier, hein, il y en, Oui, bien sûr, il y en oui, avait de beaucoup oui, plus oui, brillants. oui, On oui. a montré dans le livre que Bien sûr. c'était pas le, C'est pas le meilleur, mais bon, oui. c'était pas le génie de l'Oural, si je puis dire. Oui. Mais bon, mais néanmoins, c'est un homme qui a été extrêmement bien formé.
Oui, oui. Hein, Disons, formaté. il a cette double formation dont vous parlez, qu'on voit souvent sur Desk aussi, hein, d'être à la fois de la pègre de Leningrad-Saint-Pétersbourg, disons, et puis du KGB. Bah, Donc c'est à la fois un guébiste et un voyou, bah, ou un mafieux. c'est d'abord KGB, parce que, Oui. à une époque où le KGB, quand même, il faut rappeler qu'il y a, dans le régime soviétique, il y avait 3 piliers du pouvoir, le parti, bien entendu, l'armée rouge, qui au départ est une armée de guerre civile et qui va le rester, et puis le KGB, dont on dit ah, c'est la police politique. Non, non, le KGB, c'est l'organe de la terreur. Il faut quand même bien voir que ce type de régime sans la terreur ne peut pas tenir. C'est évident. Bon, hein, et c'est la même chose en Chine, c'est la même chose en Corée du Nord. Donc voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est que, étant de Saint-Pétersbourg, et après 1991, c'est-à-dire la chute de l'URSS, Vladimir Poutine, qui était en service en RDA, en République démocratique allemande, pour le compte du KGB, puisqu'il n'y a plus de République démocratique allemande, l'Allemagne est réunifiée, il est obligé d'évacuer. Il se retrouve à Saint-Pétersbourg pratiquement sans travail, sans activité, surtout que le régime soviétique s'effondre tout de suite après. Hein. Le mur, c'est 89, l'URSS, c'est 91. Oui. Et là, il découvre soudain, en tant que conseiller du maire de Saint-Pétersbourg, il découvre qu'à Saint-Pétersbourg, il y a une gigantesque mafia qui tient le port. Or, le port de Saint-Pétersbourg, c'est un port extraordinairement important. La Russie n'a pas beaucoup de ports. Non, bien sûr, hein et donc, voilà, bon. D'où sa volonté d'avoir accès à la mer, en tout cas de côté européen, disons, parce que de l'autre côté, il y a Vladivostok. Oui, alors bien sûr, ça, c'est autre chose, mais en tout cas, côté européen, mais là, du côté européen, pour pénétrer directement, Saint-Pétersbourg, Moscou, etc., et il découvre que c'est un un phénoménal système mafieux qui s'est installé là, qui trafique de tout, absolument de tout. Oui. Mais comme ancien du KGB, et avec le soutien des anciens du KGB, on va passer un deal. On va passer un deal, parce que, attention, nous du KGB, on peut être méchants. Hein. On l'a déjà montré. Alors vous, on sait que vous n'êtes pas gentil, mais nous, on peut être méchants. Donc, il vaut mieux qu'on se mette d'accord, et vous verrez, tout ira bien. Hein. Et puis, il découvre l'enrichissement personnel. Oui. Ah ben oui. Non, alors, ce qui est vrai, c'est que c'est une chose incontestable. Dans le système soviétique, il n'y avait pas vraiment d'enrichissement personnel. Les gens n'avaient rien. Même quelqu'un comme Brejnev, alors bien sûr, il profitait des dachas, etc. Oui, mais il y a des choses qui sont inestimables. Le fait de violer des fillettes, j'ai envie de dire, c'est un truc, ça ne s'achète nulle part. Absolument, bien sûr. Évidemment, mais néanmoins... Mais à titre personnel, il pouvait être dépouillé. Prenons un exemple très connu, Molotov. Molotov, qui était le bras droit de Staline. En 1957, il est débarqué par Khrouchtchev. Et d'un seul coup, il se retrouve dans une petite datcha de rien du tout. Il n'a plus aucun droit, plus aucun pouvoir, etc. Bon, donc voilà, c'est le parti qui est propriétaire de tout. C'est quand même extraordinaire. C'est ça. Je sais bien que pour des libéraux, c'est difficile à concevoir. Non, mais pour moi, c'est clair. Voilà, dans un régime communiste, quelque chose qui s'appelle le parti est propriétaire de tout. Y compris de votre vie. Hein, y compris de votre vie en cas de besoin. C'est ce dont on parlait pour les milliardaires chinois qui disparaissent. Disons, voilà, il y en a qui réapparaissent. Hein. Oui, parfois. Oui, Jack Ma était réapparu. Peut-être quelques secondes, je n'en sais rien. Mais il y en a qui meurent. Non, mais c'est... Donc voilà, je sais bien que pour nous, c'est des choses un peu difficiles. J'en parle souvent avec mes étudiants qui, eux, n'ont... Des jeunes de 20 ans qui n'ont aucune idée, des étudiants d'histoire pourtant, qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'était le communisme. Pour eux, c'est des histoires de dinosaures, de diplodocus. Oui, ça relève de l'ère secondaire. Bon. Et donc, je suis obligé de leur expliquer pas à pas qu'est-ce que c'était qu'un régime communiste. Mais Poutine va leur rafraîchir un peu la mémoire aussi. Alors, déjà parce que, on va en parler, il y a un énorme travail qui est fait, donc vous résumez très bien dans le livre, pour redorer le blason du Parti communiste et de Staline et de toute cette période, de la réintégrer dans la grande histoire de la Russie et de militariser le pays aussi jusqu'aux enfants. Enfin, je veux dire, dès 8 ans, leur faire faire
c'est pas du scoutisme, hein, c'est des exercices militaires qui commencent. Non, ce qui est étonnant, c'est la manière dont, il y a une dizaine d'années à peu près, M. Poutine a commencé à réécrire toute cette histoire. Oui. Toute l'histoire a commencé à être réécrite. Et aujourd'hui, c'est tout à fait ahurissant. Par exemple, il n'y a pas longtemps, là, il y a quoi, 3 semaines, une très grande statue de Staline a été inaugurée dans le métro de Moscou. Inimaginable, bien sûr. Bon, ça paraît quand même bizarre. Monsieur Staline a quand même sur la conscience personnellement des millions et des millions de morts. Bon, il a signé, lui, personnellement. Même chose. Et ça se sait, c'est-à-dire que le fait de faire une statue aujourd'hui de Staline, c'est une provocation. Qu'est-ce qu'on penserait des Allemands s'ils mettaient une statue d'Hitler dans le métro de Berlin? Voilà, je pense qu'il y aurait des problèmes. Il y aurait des problèmes. Ça paraît très étrange. Bah oui, bien sûr. Mais oui, non, mais bon. Donc, cet homme, Poutine, est déterminé à réécrire entièrement l'histoire. Et ça, c'est un comportement typiquement totalitaire. Tous les totalitaires ont réécrit. En France, il y a des gens qui cherchent à réécrire l'histoire, etc. Mais enfin, l'histoire est libre en France. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas emprisonné. Enfin, bon, il y a l'histoire mémorielle. D'ailleurs, j'ai vu qu'Annie Kriegel avait milité contre cette. Ces lois mémorielles, et je suis bien d'accord avec elle. On vient d'enterrer Pierre Nora, qui, je dirais presque à son corps défendant, a été l'inventeur de cette malheureuse affaire de mémoire. Oui, bien sûr. Oui. Mémoire. Hein. Alors, il voulait faire l'histoire de la mémoire. Sauf que très rapidement, un certain nombre de gens ont compris où était la faille, et c'est devenu le devoir de mémoire. Et alors là, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais enfin, en dehors de ça, on peut dire que effectivement, on peut parler librement de l'histoire en France sans avoir de problème. Et avec des avis très très variés. Là, vraiment, l'écriture de l'histoire qu'est en train de refaire Poutine pour la Russie, elle est obligatoire. Disons, elle est unidirectionnelle, si je puis dire. Elle est unidirectionnelle et avec la reconstitution d'une espèce de continuité depuis la Kiev de la Rousse du 9e, 10e, 11e siècle, qui n'avait rien à voir avec les Russes. Non, mais Moscou n'existait même pas. Vous aviez un immense espace là, de la Baltique jusqu'à la mer Noire, le long des 2 grands fleuves, le Dniepr, le Dniestre, du 9e au 13e siècle, jusqu'au moment où la Horde d'Or et les Mongols sont venus ravager tout ça. Mais c'était ça, la Rousse. C'était les Ukrainiens, c'était les Cosaques, etc. Bon. Donc voilà. Donc il réécrit complètement l'histoire. Il nous parle du monde russe. Alors c'était assez drôle, puisque un diplomate, au moment où cette notion du monde russe, puisque M. Poutine se bat au nom de la défense du monde russe. Et donc un diplomate britannique, vous connaissez les Britanniques, toujours un petit peu taquins, s'adresse à... est-ce que c'était à Lavrov ou un diplomate un peu moins... Je crois bien que c'était à Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, en disant, mais le monde russe, qu'est-ce que c'est? Et l'autre lui répond, c'est partout où on parle russe. Et là, le diplomate anglais dit, c'est formidable, parce que le monde britannique, alors, c'est le monde entier pour nous. Non, mais bon, voilà, ça c'est typiquement british, mais mais voilà, on en est là. Bon, c'est tout à fait absurde. C'est tout à fait absurde. Mais bon, ça a des conséquences très importantes. Ça fait sauter tout le dispositif international mis en place en 1945. Ça fait sauter le principe même des frontières. Ça fait etc. Donc on rentre dans un système de chaos international extraordinairement dangereux. Alors nous allons voir ça dans un instant. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Mon invité est Stéphane Courtois. Nous parlons des perspectives, quelles perspectives pour la Russie et pour l'Europe à travers son livre, le livre écrit sous sa direction et celle de Galia Ackerman, le livre noir de Vladimir Poutine, ouvrage passionnant que je recommande à tous nos auditeurs. Deux questions d'auditeurs, l'une un peu perfide, qui nous dit, en attendant, de M. Courtois, le livre rose de Zelensky et plus sérieusement le livre noir de l'OTAN et consorts. Oui. Oui, on peut répondre tout de suite. Allez-y, je vous en prie, Stéphane Courtois. Les pays qui sont sous le parapluie... Il faut quand même rappeler à ce monsieur quelque chose
de très simple, c'est qu'en 1945, si les Américains n'avaient pas débarqué en Normandie, à l'heure où nous sommes là, à Radio Courtoisie, nous parlerions russe. Hein, et nous avons des documents précis là-dessus. Hein. Oui, bien sûr. En novembre 1947, pour les fêtes du 7 novembre 1947, Maurice Thorez, le chef du Parti communiste français, est allé à Moscou. Il a été longuement reçu par Staline. Hein, et on a le sténogramme. Je l'ai publié dans la revue Communisme. C'est en français, tout le monde peut se le procurer. Hein. Et à un moment donné, Thorez dit à Staline « Ah, si vous étiez venu jusqu'à Paris, tout aurait été changé. » Certes. Et Staline lui répond « C'est à cause de ce salaud de Churchill qui a organisé un débarquement en Normandie. » Donc c'est très clair. Bon, c'est très très clair. Donc il ne faut jamais oublier ça. Du point de vue russe, ça me fait penser à la carte qu'il y avait sur le livre de Jean-François Revel, Comment les démocraties finissent. Quand on regarde, quand on centre, on va dire, la map monde sur la Russie, l'Europe occidentale paraît, c'est Hong Kong. Enfin, un petit appendice, oui, un petit appendice. C'est très énervant, c'est très agaçant. Non, mais bien sûr, bien sûr. Oui. Ah, et donc voilà, et il faut quand même constater que tous les pays qui sont sous le parapluie militaire de l'OTAN, aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, sont globalement des pays démocratiques, libres, où chacun peut s'exprimer, d'un bord ou d'un autre, d'une extrême gauche à une extrême droite. Donc voilà. Bon, alors bien sûr, il y a peut-être des gens qui préfèrent la dictature, c'est leur droit, mais c'est pas mon choix. Oui. Alors, une autre remarque d'un auditeur ou d'une auditrice sur l'opération Barbarossa, donc l'invasion par les Allemands de la Russie. À la veille de celle-ci, l'Allemagne allait être envahie par Staline, voir l'ouvrage de Victor Souvarov. Oui, alors, je ne sais pas, Stéphane, pour toi, Souvarov, oui. Oui, ben, on connaît bien cet ouvrage. Mais bon, vous savez, l'effondrement de l'URSS en 1991 a eu pour nous, historiens, un très grand avantage, c'est que les archives dont nous ignorions tout. Oui. Moi, quand je suis allé pour la première fois à Moscou en 92, je ne savais même pas s'il y avait des archives. On n'en savait rien. Bon. Oui. Et pour une raison d'ailleurs simple, c'est qu'en URSS, il n'y avait pas de loi sur les archives. Ah oui. Les archives étaient sous le contrôle direct du comité central, et ça a été notre chance, puisque l'URSS s'étant effondrée et le Parti communiste étant provisoirement interdit, il n'y avait plus de comité central. Et donc, les archivistes, ils ne savaient plus très bien quoi faire. Alors, on faisait pression en disant, allez, ouvrez, faites comme tout le monde. Bon. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, ça s'est bien refermé, bien entendu. Oui, évidemment. Poutine a refermé. Le temps que Vladimir Boukowski scanne à peu près tous les... Ah oui, alors ça, mon ami Boukowski, il a fait très fort, parce qu'effectivement... Avec un mini-scanner, il est passé... Avec un mini-scanner, sans se faire repérer, il a scanné des milliers et des milliers de documents internes du Parti communiste soviétique. Et récent, d'ailleurs, ça aussi, beaucoup d'historiens sont allés chercher dans les vieilles archives. Ah non, mais lui remontait jusqu'à la période la plus récente, y compris les financements étrangers, etc. Jusqu'au moment où un archiviste qui passait par là a dit « Mais qu'est-ce qu'il fait? Il copie !» Bien sûr. Et là, il s'est fait éjecter. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, c'est quand même... Alors, pour revenir sur Barbarossa, il y a actuellement aucun document qui permette de confirmer Parce que Souvorov, il a fait un livre, c'était une thèse. Il n'y a aucun document qui permette de confirmer cette thèse. Il y a même beaucoup de documents inverses. Hein. Bon, par exemple... alors bien sûr... déjà la surprise de Staline quand tu... exactement. Staline ne s'y attendait pas du tout. Staline décide de démanteler les installations défensives qui étaient sur l'ancienne frontière. La nouvelle frontière est reportée vers l'ouest, puisqu'il s'empare de la moitié de la Pologne. Hein, et avant même d'avoir construit de nouvelles fortifications sur la nouvelle frontière, il démantèle les fortifications de l'ancienne frontière. Bon. Et puis, il ordonne de mettre toute son aviation militaire sur des aérodromes à environ 15 km de la nouvelle frontière. Bon. Alors, on peut interpréter ça comme il s'apprête à attaquer, mais c'est le contraire.
Staline faisait ça pour montrer à Hitler qu'il a une totale confiance. Oui, résultat, le 22 juin 1941 à midi, il y avait déjà 1200 avions militaires soviétiques qui étaient détruits au sol. Bon, oui. Bon. Donc voilà. Staline n'a pas voulu croire tellement. Staline, il était confiant, on va dire, dans le pacte Molotov-Ribbentrop. Alors, d'une part, il était confiant dans ce pacte, et puis surtout, Staline, c'est un homme très rationnel, quelque part, de son point de vue. Et il se dit, mais enfin, pourquoi est-ce que Hitler viendrait m'attaquer ? C'est stupide. C'est stupide. Je lui sers tout le blé dont il a besoin, je lui sers tout le pétrole dont il a besoin et avec lequel il va attaquer, avec lequel ses chars vont attaquer la France. De quoi se plaint-il ? C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand Schulenburg, l'ambassadeur allemand à Moscou, est venu officiellement annoncer à Molotov que l'Allemagne attaquait. Réponse de Molotov, nous n'avons pas mérité ça. Donc c'est quand même extraordinaire. Mais bien sûr, Staline n'était pas stupide. Il disait bien sûr un jour on aura un conflit avec les Allemands. Il y aura la finale. Il y aura la finale. On a la frontière commune. Forcément, ça va être un peu difficile. Mais peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Oui, bien sûr, pas à ce moment-là. Mais il n'a pas du tout pensé. Et ça a coûté extrêmement cher à la Russie. Au moins 27 millions de morts. Bon. Alors, on va s'interrompre 2 petites secondes. On va passer un bobino et je vous reprends immédiatement en studio. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Retour en studio, je rappelle que je suis avec Stéphane Courtois, que nous parlons des perspectives pour la Russie et pour l'Europe, autour du livre dont il a co-dirigé l'écriture avec Galia Ackerman, le livre noir de Vladimir Poutine, aux éditions Perrin, collection Tempus. Quelle perspective, Stéphane Courtois, pour la Russie et pour l'Europe ? Qu'est-ce qui peut se passer là dans la situation ? Est-ce que vos connaissances en soviétologie rendent pour vous lisible un petit peu la carte du poutinisme moderne ? C'est très difficile d'interpréter ce qui se passe puisque globalement on ne sait rien de ce qui se passe au Kremlin. Oui. Ça y est, c'est redevenu comme du temps de Staline. Et lui non plus n'a pas intérêt à faire ce qu'il fait. Bien sûr, on revient au principe fondamental du secret. Oui. Le système soviétique totalitaire fonctionnait sur 3 principes très simples. La terreur, le mensonge et puis le secret. Bon. Oui. C'était les 3 principes de fonctionnement. Évidemment, s'il n'y a pas de secret, le mensonge sera découvert. S'il n'y a pas de terreur, on ne pourra pas empêcher la vérité. Voilà, oui. Donc voilà, ça se tient étroitement. Or, on y revient, et résultat, je mets au défi n'importe qui de me dire qu'est-ce qui se passe réellement au Kremlin. Qui dirige réellement quoi ? Bon. Vous doutez que ça puisse être... que vous pensez que Poutine a des chefs ? Non, je ne pense pas que Poutine a des chefs. Mais le problème, c'est... Est-il un parrain qui établit des équilibres un petit peu comme le faisait Hitler, puisque Hitler, il y avait différents courants dans le pouvoir nazi et Hitler était un petit peu l'arbitre. C'est ce que disent les kremlinologues. Les kremlinologues disent ça se passe au Kremlin, mais il y a toujours une aile gauche, une aile droite. Ils insistent, ils vont dans un sens, ils vont dans l'autre, etc. Enfin bref. Et c'est ça. Excusez-moi de rire, mais ça me rappelle des choses extraordinaires. Je ris aussi. Parce que Staline, au moins sous Staline, c'était clair. À partir de 1929, il s'est emparé totalement du pouvoir. De tous les pouvoirs. Voilà. De tous les pouvoirs, sûr, et avec une terreur. Chacun avait compris que sa tête était en jeu, ou alors il fallait qu'il marche droit. Et même s'il marchait droit, d'ailleurs, sa tête pouvait aussi tomber. Là où c'était drôle, c'est que, par exemple, dans la presse française de l'époque, des années 30, le grand journal Le Temps, on expliquait gravement qu'au Kremlin, il y avait des extrémistes, un certain Molotov, mais il y avait un homme raisonnable, Staline. Oui, bien sûr. Bon, coincé entre son aile gauche et son aile droite. À mourir de rire. Bon. Et alors, ça, c'était toujours vrai sous Brejnev, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas, ça n'a pas changé. Après la mort de Staline, ils ont
après la mort de Staline, la direction, qui était composée entièrement de staliniens, de gens couverts de sang, des pieds à la tête, Khrouchtchev, ces gens-là étaient couverts de sang, des pieds à la tête. Il a fallu qu'ils se débarrassent du sparadrap, si je puis dire, du capitaine Haddock, c'est-à-dire de Staline. Bon, 56, rapport secret, on évacue Staline, on l'enlève du mausolée, etc. Bien. Et on se dédouane. Dédouane. C'est pas nous, c'est lui qui ordonne tout, on peut rien faire. Bon. Mais ils ont compris aussi que s'ils voulaient garder leur pouvoir, il fallait quand même qu'ils mettent en place une direction en partie collective. Bon, alors, il y a eu des règlements de compte, bien entendu, etc. Mais quand même, au sein du bureau politique, il y a quand même des discussions, etc. Sous Staline, il n'y avait aucune discussion au bureau politique. D'ailleurs, il n'y avait même plus de bureau politique. Voilà, c'est ce qu'on apprend par les archives. Il n'y avait pratiquement plus de bureau politique. Il y avait le secrétariat du bureau politique, 2-3 personnes. Et en réalité, Staline et Molotov dirigeaient tout du bureau de Staline et du Kremlin. Bon. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu et encore, par exemple, pour la nomination de Gorbatchev. Il y a eu des discussions. Pourquoi lui ? Alors, il y avait aussi des raisons. Andropov venait de mourir, il y a eu Tchernenko qui a servi vraiment de soudure entre les deux, mais enfin disons c'était vraiment Et alors évidemment dans ces cas-là, le régime est un petit peu surpris, on va dire. Le régime s'attendait à rester 20 ans avec Andropov. Alors pourquoi ? Parce que sous Staline, il n'y avait pas de dynastie de dirigeants. Staline avait coupé les têtes, il ne voulait pas qu'il y ait des barons, entre guillemets. Bon, ça avait été vite réglé. Bon. Donc les grands procès, etc., on liquide, on fusille, et tout le monde a compris. Bon, une fois qu'il est mort, et avec sa mise à l'écart après 1956 dans le récit soviétique, il y a des barons. Alors il y a des Khrouchtchev, il y a des Brejnev, etc. Et ils sont chacun à la tête d'une espèce de pyramide de la nomenclatura qui descend jusque dans les fonds du pays. Et en 1982, après la mort de Brejnev, après la mort d'Andropov, après la mort de Tchernenko, il a fallu trouver un dirigeant. Le problème, c'est que tous les dirigeants en place au sein du bureau politique, ils étaient tous au-delà de 80 ans. Oui, c'est ça, bien sûr. Et tous à moitié, en partie gaga. À part Gorbatchev. Alors, le seul qui ne l'était pas, c'était Gromyko. Et d'ailleurs, c'est Gromyko qui, d'une certaine manière, désigne Gorbatchev. Mais lors de cette désignation, puisque maintenant on a les éléments, on a les archives du bureau politique, il tient un discours très clair en disant « Attention, camarades, il faut maintenir à tout prix l'unité du parti. » Voilà. Bon. Et c'est ce que fait Xi Jinping en Chine, c'est la même chose. Il a coupé des têtes de barons, là. Mais alors, ce travail est fait aussi par Poutine, de couper des têtes de barons. Et puis, Poutine, pour l'instant, s'oriente... ça ressemble beaucoup à un président à vie, son histoire, parce qu'il se prépare quand même 7 mandats dans un pays qui, depuis le début, déjà en 2000, était limité normalement à 2 mandats. Donc, je rappelle qu'il en a fait 2. Ensuite, il a mis Medvedev, c'était des mandats de 4 ans à l'époque. Une marionnette. Ils ont fait passer ça au mandat de 6 ans. Et donc après, il a repris 2 mandats. Et je crois que c'est en 2020, il a fait passer une loi comme quoi, maintenant... Il est là jusqu'en 2036, normalement. On n'avait plus le droit d'en faire plus de 2, qu'ils soient séparés ou qu'ils soient contigus. Mais du coup, on mettait les compteurs à zéro. Voilà. Et c'est reparti pour plusieurs tours. Il en avait 5 derrière lui, parce que je compte Medvedev comme étant, comme étant un de ses mandats à lui. Donc il en avait 5 derrière lui. Il fait passer une règle comme quoi, là, c'est 2 secs, quoi qu'il arrive. Et on met les compteurs à zéro, il est reparti pour 2. C'est effarant. Et alors, vraiment, c'est habillé avec les couleurs du constitutionnalisme, de la démocratie, etc. Le président à vie, quoi. N'oublions pas une chose, c'est que Vladimir Poutine, avant d'entrer au KGB, a été formé comme étudiant en droit. Il a fait tout un cursus de droit soviétique. Et là, ça nous renvoie à un débat qu'on a ici depuis quelques mois sur l'état de droit et l'état du droit. Et parce que Monsieur Poutine, lui, il modifie tous les matins l'état du droit. Mais dans un état qui n'est pas un état de droit. Voilà, c'est ça. Ça change beaucoup de choses. Alors, il y a quand même, revenons, alors clairement à la gravité de la situation. Vous dites dans votre livre à un moment, je ne sais plus qui écrit
ce passage. L'affirmation selon laquelle les Ukrainiens sont des nazis n'est qu'une insulte, un discours de haine destiné à justifier leur assassinat, alors même que ceux-ci pratiquent une démocratie vibrante, contiennent les groupes marginaux d'extrême droite de leur pays en deçà du seuil d'éligibilité et ont désigné un président juif à une large majorité lors d'élections libres et équitables. Et donc, cette excuse de la dénazification mène à un véritable génocide, on va dire, des Ukrainiens. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Oui, ce qui est tout à fait invraisemblable, quelque part, enfin pour l'historien, quand on regarde la continuité de l'histoire, le premier pays à qui Lénine a déclaré la guerre, en décembre 1917, Oui. 5 ou 6 semaines après sa prise de pouvoir à Saint-Pétersbourg, et alors qu'il ne contrôlait pratiquement rien, il déclare la guerre à l'Ukraine indépendante, puisque l'Ukraine s'était déclarée indépendante. Bon, donc il déclare la guerre à l'Ukraine indépendante. Très bien. Finalement, il va gagner cette guerre, les bolcheviks vont gagner cette guerre, puis ensuite, en 1929, 30, 31, 32, Staline déclare la guerre à toute la paysannerie soviétique et en particulier ukrainienne, puisque tout le monde sait que l'Ukraine, c'était le grenier à blé de l'Europe. Bien sûr, oui. L'empire tsariste fonctionnait sur les exportations massives de blé ukrainien. Bon, et donc, il les attaque très violemment, tout simplement parce que ces gens-là ne veulent pas être pillés, dépouillés, etc., et remis en esclavage. Et il fait le fameux Holodomor, c'est-à-dire entre, en gros, octobre 32 et mai-juin 33, on affame la paysannerie militairement par la terreur et on fait entre 4 et 5 millions de morts de faim. Bon, ça se remet en 1946-47 parce qu'il y a une nouvelle famine en Ukraine sous Khrouchtchev, qui était le patron de l'Ukraine en 46-47, encore peut-être 700 000 morts, peut-être plus. Oui. Donc voilà, il y a déjà des contentieux très importants. Et alors voilà que maintenant, il veut attaquer les Ukrainiens en les traitant d'ucro-nazis. C'est quand même tout à fait ahurissant. D'abord, il y a des millions d'Ukrainiens qui ont combattu dans l'armée rouge. Bien sûr, oui, bien sûr, tout à fait. Oui, ils n'avaient pas le choix. C'était d'ailleurs un moyen de ne pas mourir de faim aussi. C'était aussi un moyen de ne pas mourir de faim, coincé entre l'armée rouge et les nazis qui pillaient tout. Donc voilà. Alors que des Ukrainiens soient passés dans le camp des Allemands, c'est tout à fait clair. Quand les gens meurent de faim, on leur dit, tiens, voilà un morceau de pain, si tu viens me cirer les pompes, ok, ils viennent. Et donc, il y a effectivement, par exemple, à Stalingrad, il y avait plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens qui servaient dans l'armée allemande, comme plantons, comme soldats, oui. Même pas comme soldats, comme auxiliaires, etc. Sentinelles, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et puis comme ordonnance de sous-officiers, etc. Donc voilà. Mais voilà, c'est tout. Mais simplement, Poutine a bien compris que il fallait qu'il s'empare de l'Ukraine. Alors pourquoi ? Mais dans un discours, il l'a dit, les Occidentaux, avec l'Ukraine, les Occidentaux veulent nous priver d'un juteux morceau. Oui. Alors ça, c'est quand même une expression très symptomatique. Bien sûr, oui. Parce que M. Poutine est quand même devenu le chef de tous les oligarques. Il a distribué tous les biens de la Russie à ses copains. Alors gaz, pétrole, aluminium, etc. Charbon, tout ce que vous voulez. Tout a été distribué aux copains. Bien sûr, oui. C'est maintenant le chef des oligarques. Et vous avez vu comment il les a traités le jour où il les a convoqués, le jour de la guerre, sur le thème, les petits gars, si vous marchez pas droit, vous allez voir ce qui va vous arriver. Il n'y avait qu'à voir la tête des gars, ils étaient plutôt livides. Oui. Donc voilà. Et maintenant, alors... Il y a vraiment un phénomène de prédation dans cette guerre. Oui, complètement. Comme très souvent dans les guerres, d'ailleurs. La motivation, 9 fois sur 10 des guerres, c'est la prédation. Si les Prussiens attaquent la France en 1870, c'est pour s'emparer de l'Alsace-Lorraine, qui est une région très riche, etc. Donc voilà, il y a un phénomène de prédation évident. Monsieur Poutine, en tant que chef de l'État russe, a dérivé vers la mafia, vers l'enrichissement personnel. Alors, on dit qu'il est un des hommes les plus riches du monde. On n'en sait rien. Monsieur Navalny, un de ses opposants démocratiques, qui a fait cette enquête sur le fameux palais
le gigantesque palais que M. Poutine a fait construire sur la mer Noire. Et Navalny l'a payé de sa vie. Hein, oui, bien sûr. Je recommande à tout le monde de lire les mémoires de Navalny. C'est terrifiant de voir comment il a été littéralement détruit à petit feu. Pourtant, c'est un type solide. Hein. Mais bon, il aurait pu ne pas rentrer en Russie. Après son empoisonnement, où il a été sauvé de justesse, il y est rentré, il a payé de sa vie. Non, bien sûr, bien sûr. Je vais peut-être lire un passage du livre, page 381. Les journalistes s'auto-censurèrent de plus en plus, comme à l'époque soviétique. On parle de la période Poutine, récente. Ils avaient des raisons d'avoir peur. On parle de le moment de l'invasion de l'Ukraine. De nombreux journalistes et opposants politiques ayant été assassinés ou étant décédés dans des circonstances énigmatiques. Certes, c'était déjà le cas dans les années 90, mais les agressions se multiplièrent. Igor Domnikov, journaliste à la Novaya Gazeta, fut tué à coups de marteau en 2000 par des tueurs à gages. Sergei Yushchenkov, homme politique qui décrivait le régime poutinien comme un régime policier bureaucratique, fut abattu le 17 avril 2003. Le 3 juillet 2003, Yuri Shchechko-Chikin, qui enquêtait sur de très nombreux sujets ultrasensibles, décéda à l'hôpital empoisonné par quelque chose du genre du Novichok, dit son ami et collègue. Paul Klebninov, éditeur de Forbes Russia et auteur d'une biographie de Berezovsky, fut exécuté dans la rue en juillet 2004. Anna Politkovskaya, qui écrivait pour la Novaya Gazeta sur la guerre de Tchétchénie, victime d'une tentative d'empoisonnement en 2004, puis assassinée dans son immeuble le 7 octobre 2006. L'une de ses amies, Natalia Estemirova, fut tuée dans le Caucase en juillet 2009, ayant affirmé que le FSB avait organisé les attentats de 1999. Alexandre Levitnenko fut empoisonné au polonium 3 semaines après la mort de Politkovskaya, et mourut dans un hôpital de Londres. Ces cas ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer. Ainsi, Le Monde nota en 2007 qu'il y avait eu en 6 ans 35 000 assassinats commandités non élucidés en Russie. Et il n'y avait pas encore Alexei Navalny dans le lot. Enfin, c'est effarant, disons. Hein. C'est effarant. On ne se rend pas compte, je crois, c'est pas un assassinat, parce qu'à chaque fois, on en voit un, alors on dit ah oui, voilà, mais enfin, je veux dire, il faut voir le lot complet pour bien comprendre. Voilà, à quel régime on a affaire, disons. Hein, Ce qui est un peu effarant, c'est de constater que les dirigeants occidentaux, à commencer par les Européens, n'ont pas vu venir tout ça, oui, c'est ça, ou n'ont pas voulu en tenir compte. Ah, oui. Parce qu'à la clé, il y avait quand même quelque chose de très important qui était le gaz russe. Oui, alors le gaz russe. Et comme vous le dites bien dans le livre, finalement, entre la nécessité que nous avons d'acheter du gaz russe et la menace de Satan II multitête nucléaire qui peut vitrifier l'Europe et les États-Unis, avec des menaces qui sont explicites. Hein. Oui. Dans le livre, j'en avais déjà entendu comme ça quelques-unes, des amis qui m'en avaient transmis, etc. Mais quand on voit la collection de déclarations qui sont faites, c'est vraiment des menaces, c'est hebdomadaires ou mensuelles. Mais disons, voilà, c'est vraiment la vitrification de l'Europe ou des États-Unis revient souvent dans les propos de Poutine, ou plus souvent de ses acolytes, disons, des dirigeants soviétiques. Quoi. C'est terrible. Ah oui, ils ne se cachent pas. Ils n'ont aucune pudeur pour manier la terreur. Voilà, ça, c'est clair. C'est leur métier. Hein, voilà, c'est leur métier. Ah, oui, et c'est un des éléments fondamentaux du régime bolchevique dès le départ. Il y a des textes de Lénine tout à fait incroyables sur la terreur, etc. Oui, comme quoi il vaut mieux tuer des innocents que des coupables, parce que tuer des coupables, ça ne fait pas peur aux gens. Alors que tuer des innocents, au moins, ça fait flipper toute la population. Pendez plus, etc. Mais c'était tout à fait... C'était d'ailleurs un peu ce qui a fait le choc du livre noir du communisme. Oui. C'est que dans le premier chapitre, qui est sur la période léniniste, c'est-à-dire 1917-1923-24, Nicolas Werth, qui est l'auteur de ce chapitre, s'appuyant sur les archives, a montré que la terreur était un élément essentiel, fondamental chez Lénine, qui avait toujours été présenté comme un grand démocrate. Et je peux vous dire que quand on préparait ce livre, parce que le livre noir du communisme, on l'a préparé longtemps à l'avance, donc on a eu de nombreuses réunions de travail, et un jour, Nicolas Werth a dit « Ah ben, je vais vous lire mon premier chapitre, ou le début du chapitre, etc. », où il racontait justement cette dimension de la terreur chez Lénine. Ah oui. Mais on a tous été scandalisés. On a tous dit, mais d'autant que les 5 auteurs principaux avaient tous été communistes, trotskistes ou maoïstes. Bon. Alors, qu'on critique Lénine, qu'on critique Mao, non, qu'on critique Staline, Mao, etc., mais qu'on critique Lénine,
c'était intouchable. Oui. Donc, on s'est tous récriés en disant « Mais c'est pas possible, c'est un scandale, etc. » Et Werth, lui, qui est un garçon très calme, s'est fâché en disant « Mais c'est les archives, on ne discute plus. » Non, mais c'était tout à fait bien sûr. extraordinaire. Ah, oui. Et c'est d'ailleurs parce que quand même, le livre noir du communisme aujourd'hui a 26 traductions. Oui, bien sûr. Donc, ça a été un événement mondial. Oui. Et où la nature même du régime bolchevique, d'un seul coup, est apparue au grand jour. Bon, émergé, bien sûr, sans aucun doute. Au-delà de toute la propagande qui bien sûr, parce qu'à chaque fois, il y a toujours était déversée les depuis nazis des sont des décennies. salauds, alors que cela est porteur d'un formidable espoir. Je ne dis pas que les nazis sont des salauds, mais l'Union soviétique, c'était la démocratie, la paix. Les communistes aussi. Une citation de livre, page 73, Alexandre Solzhenitsyn écrivait « N'oublions pas que la violence, en 1970, il écrivait ça, n'oublions pas que la violence ne vit pas seule, qu'elle est incapable de vivre seule, elle est intimement associée au plus étroit des liens naturels, au mensonge. La violence trouve son seul refuge dans le mensonge et le mensonge son seul soutien dans la violence. Toute personne qui a choisi la violence comme moyen doit inexorablement choisir le mensonge comme règle. » Ça nous explique beaucoup de choses. On peut y ajouter, on peut y ajouter le secret. Hein, voilà. Moi, j'y ajoute le secret, mais cette phrase de Solzhenitsyn est fondamentale. Oui. Absolument. Alors, quelques interventions d'auditeurs. Bonjour messieurs, nous dit cette auditrice. L'autre jour, sur une émission de Radio Courtoisie très pro-russe, un invité pèlerin de son état a avoué que sur la place Rouge, il s'était fait arrêter pour avoir agité un drapeau, certes religieux, sur ce lieu historique. Il nous a appris que seul le drapeau russe était autorisé. Mais dans le conflit ukraino-russe, j'ai du mal à dédouaner totalement les USA, car si l'Ukraine avait fait profil bas, à la façon finlandaise, on aurait fait l'économie de cette boucherie. Mais peut-être que le pays était trop lié ethniquement et culturellement à la Russie pour rompre pacifiquement les amarres. Qu'en pense votre invité ? Et quand on regarde l'histoire de 41-45, on a du mal à trouver des personnages positifs entre les sbires pro-hitlériens et les commissaires staliniens. C'est peut-être cela la tragédie. Belle émission, comme toujours, instructive et humoristique. Oui, alors... Je suis désolé pour le côté humoristique. On va essayer de ne pas trop tomber dans l'humour noir. Oui, voilà, c'est ça. Mais... Oui, alors, qu'est-ce que vous dites de ça, oui non, mais on peut pas. Enfin, vous en parlez très bien dans le livre. Disons, c'est cette histoire de l'OTAN qui aurait menacé, etc. C'est n'importe quoi. Mais l'OTAN a toujours été. Alors, l'OTAN a toujours été une alliance militairement défensive. Oui, qui n'a jamais été agressive. C'est clair, l'OTAN n'a jamais porté les armes. Ou alors dans des mandats de maintien de la paix de l'ONU, etc. C'est des choses qui n'ont rien à voir. Le maintien de la paix, c'est encore autre chose. Bien sûr, non, tout à fait. Mais dans ce cas-là, c'est des décisions d'organisations internationales, ONU, dans lesquelles même la Russie bien sûr, elle est au Conseil de sécurité, elle a son veto, etc. Voilà, elle fait partie des... Mais ce qui est plus fascinant encore, c'est de voir à quel point M. Poutine obtient le résultat exactement inverse de tous ses objectifs, puisque depuis son agression de l'Ukraine, des gens qui étaient dans la neutralité depuis des décennies, et pour qui la neutralité était une question de principe, des pays ont décidé de rentrer dans l'OTAN. La Finlande, la Suède, bon... Là, il y a un petit chapitre qui est excellent aussi, page 493. Vladimir Poutine a réussi l'exploit d'atteindre l'exact contraire, depuis le 24 février 22, l'exact contraire de tous ses objectifs. Il voulait prendre Kiev en quelques jours et s'emparer de toute l'Ukraine en quelques semaines. Échec. Il voulait montrer que le président ukrainien Zelensky était un clown et son gouvernement un ramassis de fantoches dégénérés et nazis. Échec. Il affirmait que l'Ukraine n'existait pas comme État et que les peuples frères russes et ukrainiens appartenaient au même monde russe. Échec. Il pensait que l'Union européenne, prise en otage par le gaz russe, ne réagirait pas et se déchirerait. Échec. Il estimait comme d'autres en Occident que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Échec. Il voulait à tout prix écarter les États-Unis de la scène européenne. Échec. Il n'y a rien à ajouter. Voilà, je crois que c'est très complet. C'est pour ça que je souhaitais le lire. Il n'y a rien à ajouter, si ce n'est que... Alors maintenant, nouveaux échecs. Les Ukrainiens sont assez forts militairement pour aller bombarder à des milliers de kilomètres les bombardiers stratégiques russes. Alors là, on atteint des sommets invraisemblables. Monsieur Poutine, vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Napoléon disait, à la guerre, on s'engage et on voit. Bon, très bien. Mais si on n'a pas bien calculé les conséquences, ça peut tourner très 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 mal. Bon. Bien sûr, oui, bien sûr. Et c'est le cas. C'est le cas. Adolf Hitler a voulu une grande Allemagne. Il a attaqué. Alors, il a annexé l'Autriche, il a annexé les Sudètes, il a annexé la Tchécoslovaquie. Et puis ensuite, il a attaqué la Pologne en pensant qu'en dépit des traités, la France et l'Angleterre
n'entrerait pas en guerre contre l'Allemagne, il s'est trompé. Bien sûr, Et à partir de ce moment-là, ça a été... Mais il y a cette très jolie phrase de Chateaubriand qui dit « Regardez à la fin d'un fait accompli et vous verrez qu'il a toujours donné le contraire de ce qu'on en attendait quand il n'a point été établi d'abord sur la morale et la justice. » Et c'est tout à fait ça. Voilà. Il veut faire un Reich de 1000 ans et résultat, pendant 50 ans, l'Allemagne a honte définitivement de ce qu'elle a fait, etc. Bon, sans compter le nombre de morts, un pays entièrement détruit, etc. J'entends bien, oui. Il voulait d'ailleurs que l'extermination des Juifs d'Europe se fasse discrètement. Oui, bien sûr, c'était un grand secret. Voilà, que ce soit parfaitement secret. Là aussi, on peut parler d'un échec. Pas pour la destruction, mais pour le secret. Non, bien sûr, la destruction, non, hélas, pour la destruction, pour le secret. Non, c'est pour le... Bon. Alors, intervention perfide dans le corps d'un auditeur. Alors, bonjour. J'apprends avec surprise que la Seconde Guerre mondiale continue et que Poutine est le nouveau Staline. Stéphane Courtois a des comptes à régler avec son propre passé, mais c'est son affaire, surtout pas la nôtre. Le point de vue très anti-russe développé dans cette émission n'a rien à voir avec le libéralisme. Et ce n'est, à mon avis, pas un bon cru, courtoisement. Et il envoie un deuxième. Je suggère à Stéphane Courtois de mettre son talent au service d'un livre noir de l'OTAN, suivi si possible d'un livre noir du démocrate Zelensky. Il y a de la matière, bon courage et merci d'avance. Oui, voilà. Je vois qu'on a des éléments de langage qui se recoupent avec d'autres interventions. Non, je rassure cet auditeur, ça fait très très longtemps que j'ai réglé mes comptes avec mon engagement maoïste. D'ailleurs, vous en parlez librement en disant ça sans honte. J'en parle librement. Je n'ai... Alors que je connais beaucoup d'ex-maoïstes, certains qui sont morts, certains qui sont vivants, qui se vantent d'avoir été maoïstes, etc. Moi, je ne m'en vante pas. C'était vraiment de la connerie à l'état pur, il n'y a pas d'autre mot. Bon, alors, on a le droit d'être stupide quand on a 20 ans, mais à 25, on n'a plus le droit. Bon, voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, j'ai été maoïste entre 1968 et 1972 à peu près. Et puis ensuite, j'ai complètement coupé avec ça. Et je publie le livre noir du communisme, qui quand même... Il y a un chapitre sur la Chine communiste qui est quand même ravageur. Bon, alors je crois que je n'ai plus aucun compte à régler. Moi, je ne fais plus de politique. Je ne fais pas de politique depuis ces années-là. Je fais de l'histoire, ce qui est c'est une démarche tout à fait autre. Il s'agit, comme le dit Solzhenitsyn, il s'agit d'établir des vérités factuelles, recoupées, s'appuyant sur des archives, etc., etc. Voilà, c'est une autre affaire. Alors, un livre noir de l'OTAN, mais écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de l'OTAN. Adressez-vous à des spécialistes de l'OTAN pour qu'ils le fassent. Bon, Bien sûr. Quant à un livre noir de Zelensky, je crois que ça va être le contraire. Ça va être le contraire. Monsieur Zelensky va rester comme un exemple tout à fait étonnant d'un personnage à première vue insignifiant. Oui. Et qui se révèle... Oui, c'est ça, dans l'action. Entre nous, je ne voudrais pas faire de comparaison déplacée, mais le général de Gaulle, en 1935, c'était qui le général de Gaulle ? Non, bien sûr, c'était rien. Connu, bien sûr, bien sûr, oui. Il se révèle dans la guerre. Bon, et c'est très... Et même, à la limite, même Churchill. Parce que Churchill, dans les années 30 en Angleterre, il était carrément au fond du trou. Plus personne ne voulait entendre parler de lui. Oui, entre le détroit des Dardanelles, etc. Il y avait un gros passif, là. Dans son bilan comptable, il y avait un gros passif. Bon, et il se révèle dans la guerre, et il sauve la mise. Parce que si c'était la partie pacifiste des dirigeants anglais qui avaient conservé le pouvoir, ils auraient dit à Hitler, ok, la Pologne, on s'en fout, la France, essayez de ne pas être trop méchant, etc. etc. Heureusement que le roi, c'est quand même le roi qui décide d'appeler Churchill. Et tout bascule. Tout bascule d'un seul coup. Parce que Churchill sait parfaitement, contrairement à son homologue Chamberlain, sait parfaitement que M. Hitler n'est pas un gentleman. Voilà. Très bien. Et quant à la question de savoir si cette émission est libérale ou pas, moi j'ai l'impression que c'est très libéral et je me passe mon temps à parler de la subsidiarité, par exemple, ou de la décentralisation. Enfin, voilà, c'est un problème. On se rend compte qu'en Russie, là, il n'y a pas beaucoup
ni décentralisation, ni subsidiarité, et que c'est un énorme problème, hein, finalement, que ce pays ne pourra pas s'en sortir entre d'un côté des oligarques qui détiennent absolument toutes les richesses et qui n'en font pas profiter la Russie, et des pays dont toute autonomie a été niée, puisqu'ils ne peuvent plus... on parle souvent de la Suisse ici, là c'est vraiment l'anti-Suisse. C'est-à-dire que toutes les provinces... ne serait-ce que la Biélorussie. Bon. Voilà, c'est ça, oui, sont complètement... d'ailleurs, j'ignorais que les élections avaient été... que désormais, finalement, c'était Poutine qui désignait des gens qui étaient ensuite avalisés par les parlements derrière locaux. Donc, c'est vraiment... On est dans une centralisation absolument extrême sur un territoire gigantesque. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Vous avez 16 millions de kilomètres carrés. Ça fait 30 fois la France. Voilà, c'est ça. Mais c'était le système soviétique. En Union soviétique, sur le papier, vous aviez des élections aux soviets, etc. Simplement, le principe était très simple. Il y avait un poste à pourvoir, il y avait un candidat. Bon, voilà. Alors, facile. Ça simplifie beaucoup. Bon. Vous n'avez pas à tuer vos opposants, il n'y en a pas. Donc, oui. c'est plus facile. Voilà. Ou alors, il y a un audacieux totalement inconscient qui se présente et qui disparaît presque immédiatement. C'est ça, c'est ce qui se produit beaucoup avec Poutine. Sait-on quelque chose d'ailleurs de l'état d'esprit en Russie aujourd'hui, des sondages, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a quelques éléments qui permettent de savoir quel est parce que si on s'en tient aux élections, Poutine a un succès extraordinaire, mais pour de vrai, disons, qu'en est-il? Pour ce qui est des élections, les pourcentages des différents partis sont quasiment... établi à l'avance. Oui, c'est ça, on sait que le Parti communiste fera 13%. Voilà, tout ça. Poutine s'en sortira avec 70% ou un score comme ça. C'est élevé, tout ça est parfaitement clair. Oui. Pour ce qui est de l'opinion publique aujourd'hui, en Russie, c'est très difficile de savoir. Oui. Est-ce que les gens répondent sincèrement aux questions qu'on leur pose, ou bien est-ce qu'ils répondent parce que, comme du temps de l'Union soviétique, ils savent très bien que s'ils répondent à côté, il va leur arriver des problèmes. Alors, il s'est quand même passé quelque chose d'extraordinaire il y a 2 ans, au moment où Poutine a laissé entendre que peut-être il allait faire une mobilisation générale une mobilisation. Et on a vu 600 à 700 000 jeunes hommes s'enfuir à pied, à cheval, en voiture, à toute vitesse de Russie. Bon, et qui sont maintenant en Turquie, un peu partout. Il y a beaucoup de Russes en Allemagne maintenant qui sont réfugiés en Allemagne. Tous ceux qui ont des diplômes ou qui connaissent un petit peu la diaspora russe locale. C'est toute une partie de l'élite intellectuelle, technologique. Bon. Là aussi, échec. Alors, oui, mais ça donne aussi un indice sur l'état de l'opinion publique. Tout à fait. Il y a des gens qui ne veulent pas de cette guerre, qui considèrent que cette guerre est absurde, qu'elle ne corresponde à aucun objectif réel, sauf d'enrichir les oligarques, bien sûr, parce que les oligarques ont bien l'intention de s'enrichir, avaient bien l'intention de s'enrichir avec cette guerre. Cela dit, ils s'enrichissent de toute évidence, puisque le système, l'industrie de guerre semble tourner à plein régime en Russie aujourd'hui, et donc les gens qui sont à la tête des entreprises militaires, etc., c'est l'ancien système militaro-industriel soviétique, qui est repris en main et privatisé sous le contrôle du pouvoir, bien sûr. Alors, avalanche de questions. L'attention de M. Courtois. Une auditrice. Je comprends mal pourquoi faire le procès du communisme pour s'en prendre à Vladimir Poutine. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Enfin, disons, comme vous êtes historien du communisme, on parle aussi de... Le procès du communisme, c'est une chose... Il est fait, le procès du communisme, j'ai envie de dire. C'est pas un procès. On fait de l'histoire du communisme, et cette histoire est critique. C'est-à-dire qu'elle montre qu'est-ce que c'était que ce régime, bien défini par Solienitsyn, terreur et mensonge. Bon, mais simplement, il faut quand même, pour bien comprendre ce qui se passe, et qui est M. Poutine, il faut quand même expliquer que M. Poutine a vécu ses 40 premières années en Union soviétique, comme Homo soviéticus. Bien sûr. Il a été totalement formé dans ce cadre-là. Oui, et puis avec une parano, c'est-à-dire il paraît qu'il ne peut pas voir un manifestant sans imaginer qu'il y a la CIA qui l'a propulsé. Il a été totalement traumatisé, puisqu'il était officier du KGB en Allemagne communiste en 1989, à Dresde où justement il y a eu les premières très grandes manifestations contre le régime communiste, et il n'a pas compris ce qui se passait. Il a quasiment vu des manifestants rentrer
dans l'antenne du KGB à Dresde. Il était pratiquement le revolver à la main pour défendre sa peau. Il était littéralement traumatisé. Bon. Oui. Alors, là-dessus, il est obligé de quitter l'Allemagne. Il est rapatrié à Saint-Pétersbourg. Et 2 ans plus tard, la même chose se produit en URSS, à Moscou. La tentative de coup d'État ratée, etc. Donc voilà un homme qui est entièrement formé pour la discipline, la verticalité, le respect des ordres, sans discussion, etc. Et d'un seul coup, il voit quoi ? Quelque chose qui s'appelle la liberté. Alors, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, ça c'est clair. Et alors, deuxième question de cette auditrice, pourquoi occulter l'action des USA dans le déclenchement du conflit ? Des États-Unis, d'ailleurs. Je ne vois pas très bien le rôle des États-Unis dans le déclenchement du conflit. Hein. Je pense que les États-Unis, ils ont prévenu Poutine que ce n'était pas raisonnable d'attaquer. Oui. Mais l'autre l'a fait quand même. Oui, c'est ça, bien sûr. Vous savez, c'est exactement comme... Alors j'imagine que cette auditrice veut parler du fait que vouloir faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, etc. Alors vous savez, c'était... Mais il y a des déclarations très intéressantes dans le livre où on voit que Poutine, au départ, était tout à fait favorable à l'entrée d'autres pays, en tout cas dans les discours. Mais puisque la Russie elle-même... se proposait éventuellement de rentrer dans l'OTAN. Donc absolument, on finit par bien sûr. Mais il y a eu un basculement très net à partir d'un certain moment. Ce monsieur, et il faut jamais oublier qu'au sein du KGB, il y avait différents types de formations. Il a été formé comme espion. Un espion, il est formé pour mentir. Pour mentir et pour tenir à ses interlocuteurs le discours qu'il souhaite entendre. Et c'est ce qu'a fait Poutine. De 2000 à 2007, il a tenu aux Occidentaux le discours que les Occidentaux souhaitaient entendre. Et puis, quand il a considéré qu'il leur avait assez passé le nœud coulant autour du cou, c'est-à-dire Nord Stream 1, Nord Stream 2, le gaz russe, les gazoducs, là, d'un seul coup, il a renversé sa position en disant non, maintenant c'est moi qui commande. C'est moi qui commande, sauf que, à l'arrivée... Il y a un type qui s'appelle Zelensky qui a dit tu commandes rien mon gars, moi je résiste. Et les Américains, il faut reconnaître qu'à ce moment-là, les Américains ont soutenu les Ukrainiens, absolument. C'est vrai que la reconquête de la Géorgie s'était faite en 5 jours, que la conquête de la Tchétchénie s'est faite en plus longtemps, mais c'est... Écoutez, la Tchétchénie, c'est quand même incroyable de voir ça. Des centaines de milliers de morts. Une ville, une capitale entièrement rasée. Mais même, au début du 21e siècle. Bien sûr, mais quand on parle de l'Ukraine, on parle d'1 million de morts, je crois. 500 000 de chaque côté ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est-à-dire c'est 300 000 de plus que Verdun, c'est la moitié de Stalingrad. Bien entendu. Un nombre de morts, c'est monstrueux. Et on a largement dépassé la moitié de la Deuxième Guerre mondiale entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Et ça va continuer. Alors là, je peux vous assurer qu'on est encore reparti pour un an. Alors, une auditrice, ou je ne sais pas, la guerre en Ukraine est beaucoup plus subtile que ce qui est dit. Il conviendrait de lire Fedorovski. Oui. Écoutez, par charité chrétienne, je ne fais pas de commentaires sur mon ami Fedorovski, mais mon ami Fedorovski écrit des livres qui s'appellent Le roman de Saint-Pétersbourg, Le roman de Staline, Le roman du Kremlin. C'est très bien. Et je me souviens, il est extraordinaire, Fedorovski. Il y a très longtemps, sur une radio périphérique, il était interviewé et le journaliste lui demandait « Mais est-ce que vous écrivez ? Est-ce que c'est vraiment vrai ?» etc. Alors, avec son accent inimitable, il dit « Vous savez, les Français veulent que je leur raconte des histoires russes, je leur raconte des histoires russes. » Il a parfaitement le droit. Moi, alors là, je ne contesterai jamais ce qu'écrit Fedorovski. Simplement, je ne tiendrai pas forcément ce qu'il dit pour vérité d'évangile, comme on dit. Alors, avalanche de questions. Croyez-vous vraiment que le peuple français soit contre M. Poutine ? Ce sont les élites qui veulent la guerre, pas le peuple. Au contraire, le peuple français est en faveur d'un rapprochement avec la Russie. Oui, ça... C'est aussi fonction de ce qu'on lui raconte. Ça, tout dépend de quelle partie du peuple français. Un auditeur, bonjour messieurs, je ne suis pas poutinolâtre, mais avouez que l'Occident se ridiculise et la Macronie en particulier quand on pense à l'affaire du gazoduc saboté au large des côtes scandinaves, sans parler de la gifle flanquée à Manu qui pourrait être dans un premier temps une manipulation du Kremlin selon la communication de l'Élysée. Alors ça je ne crois pas non plus, parce que c'est dans un premier temps, il paraît qu'on a essayé de faire croire à des fausses images, mais enfin bref. Mais ne mélangeons pas tout. Alors, je voudrais juste revenir d'un mot sur cette affaire du gazoduc. Je vous en prie. Elle est fondamentale.
hein. Et en réunion publique, à plusieurs reprises, j'ai attaqué nommément M. Schröder, le chancelier allemand, qui a verrouillé toute cette affaire de manière étroite avec Poutine. Monsieur Schröder, qui aujourd'hui est toujours membre du directoire de Gazprom, touche toujours $1 million par an, etc. Non, sûr, oui. Enfin, il y a eu un problème de corruption massive du chancelier allemand. Hein, de beaucoup d'Occidentaux, d'ailleurs. Et de beaucoup d'Occidentaux. Hein, et tout le patronat, il faut bien le rappeler, tout le patronat allemand était à fond derrière, hein, parce que c'était l'avantage de l'Allemagne. Le gaz russe, on ne le paye pas, c'est pas cher, tout va bien. Simplement, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Poutine s'est servi du gaz comme d'une arme. Évidemment, bien sûr. Il a passé le nœud coulant, et puis à un moment donné, il a serré. Bon, que les Ukrainiens aient fait sauter le gazoduc, ils ont parfaitement raison. Alors, n'exagérez pas, nous dit cet auditeur, l'OTAN a perdu son âme dans l'agression totalement illégale contre la Serbie. Les plans de destruction de la Fédération russe par une guerre en Ukraine sont dans les écrits néoconservateurs dès 1994, puis dans le grand échiquier de Brzezinski. Les coups d'État de la CIA ne sont pas le fait de Poutine, bien à vous. Bon, oui, c'est un complotisme non, mais que je ne partage pas. Oui, voilà, bon. C'est l'action des grandes puissances, on connaît ça. Voilà, bon. Et puis encore un auditeur nous dit « Bonjour, désolé de ne pas me trouver sur la même longueur d'onde que votre prestigieuse invité. Tous les peuples de la Terre sont-ils condamnés à subir une démocratie, entre guillemets, sur le texte de cet auditeur, une démocratie telle que la nôtre, dont on peut mesurer les tristes fruits. L'être humain ordinaire traité comme du bétail, baladé d'un pays à l'autre en raison de contingences économiques et dont la vie même, à ses deux extrémités, est placée sous haute surveillance sociale. La Russie et la Chine n'ont jamais, heureusement pour eux, connu notre démocratie et n'y sont peut-être pas propres ou adaptés. D'autre part, l'on sait bien que pour les pays arabes musulmans, seule une poignée de fer peut les tenir efficacement. Le Liban est bien sûr une exception, mais quel chaos institutionnel, bien cordialement à vous. Je n'échangerai pas ma vie contre celle d'un Russe ou d'un Ukrainien. Voilà, pour ce qui est du contrôle social, quand même, la Chine, la Russie, la Corée du Nord sont quand même beaucoup plus compétentes que nous. Encore, et une dernière chose, un mot de Churchill qui est fondamental, la démocratie est le pire des systèmes de gouvernement, à l'exception de tous les autres. Monsieur Courtois peut-il expliquer quelles furent ses émotions quant aux écrasements des populations du Donbass par le pouvoir kievien, puis... mais on ne va pas avoir le temps. Puis, non, mais ça c'est le récit poutinien du génocide contre les Russes au Donbass. Ça n'a jamais existé. Hein, c'est une fantasmagorie. Bon. Et il aurait vraiment fallu un débat contradictoire avec monsieur Courtois, nous dit cet auditeur, pour répondre à l'énorme amas de demi-vérités assénées durant l'émission, bien cordialement. Bah, écoutez, pourquoi pas, proposez-moi un invité à mettre en face de monsieur Courtois. Et si c'est des demi-vérités, c'est déjà pas mal. Il vaut mieux des demi-vérités que des mensonges avérés. Bon. Voilà, bon. En tout cas, tous les auditeurs dubitatifs sont invités à lire le livre noir de Vladimir Poutine, Galia Ackerman et Stéphane Courtois. Je vous remercie en tout cas d'être venu en parler. Alors vraiment, on n'a plus rien à dire. Je vois toutes mes notes là, je suis effrayé par la quantité de choses qu'on aurait pu aborder. Ça renvoie à un énorme problème historique alors. Voilà, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis pourquoi pas refaire une émission, effectivement. Pourquoi pas un débat contradictoire sur le sujet. En tout cas, merci aux auditeurs de toutes ces questions. Voilà, c'est ça le libéralisme. Absolument. Je remercie donc les auditeurs. Je remercie pour les questions et commentaires. Je remercie Stéphane Courtois, bien sûr. Je remercie Lisa Yersig qui nous a mis en contact. Je remercie Benoît à la réalisation. Je remercie Jean-Loup, des bénévoles de la radio, et ainsi que toutes les personnes du secrétariat. Je vous donne rendez-vous le 9 juillet pour une émission avec Philippe Juvin. Voilà, et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.